Alors il faut évidemment présenter Bernard Guetta, même si c'est un peu inutile, puisque je pense que beaucoup l'ont lu au cours de sa longue carrière de journaliste ou l'ont écouté. J'allais dire il a été journaliste, mais il me reprendrait instantanément en disant qu'il est journaliste, je pense. Il y a une phrase dans son livre là-dessus, c'est-à-dire qu'il a beau être député, toujours député européen, il est toujours journaliste, on va en parler un peu après. Je ne vais pas résumer la carrière de Bernard, mais enfin, il avait été au Nouvel Observateur, au Monde, il a été correspondant dans un certain nombre de pays, en Pologne, je crois, et puis à Washington et à Moscou, donc quand même pas les plus petites capitales du monde, donc ça donne quand même une certaine vision des rapports de force mondiaux. Et puis, il a tenu pendant 27 ans, je crois, la chronique géopolitique de la matinale de France Inter. Là, je pense que tout le monde l'a écouté. Je crois que vous avez arrêté il y a 4 ou 5 ans. Hein. Vous avez passé le relais à Pierre Aski. 5 ans, oui. Il y a 5 ans, voilà. Et Bernard Guetta donc, a été élu député européen en 2019 sur la liste République En Marche, Modem, voilà. Et donc, il est jusqu'à... c'est 2024, c'est l'an prochain. Encore un an. Encore un an. Vous m'entendez bien là ou pas? Je sais pas. Oui, très bien. Voilà. Alors, son livre qui est là, d'abord évidemment je vous recommande de le lire, parce que, et notamment, évidemment pour tout ce qu'il contient comme richesse, mais surtout pour à mon avis, il y a deux grandes choses qui m'ont frappé, puis après on va passer à différents points. Il y a écrit récit sur la couverture. Et c'est un récit, et c'est ça qui est important, je trouve. C'est pas un essai. J'ai rien contre les essais politiques ou géopolitiques, ça peut être très bien aussi. Mais en tout cas, surtout sur un sujet comme la construction européenne et l'Europe, ça peut vite être un peu ardu ou roboratif. Et là, c'est un récit. Et en fait, c'est émaillé donc de considérations personnelles, de rencontres, d'éléments humains et c'est pas pour ça que c'est un livre superficiel, loin de là. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend énormément de choses sur tous les rapports de force actuels, les lignes de fracture politique ou idéologique en Europe, le fonctionnement ou le non-fonctionnement de certaines institutions européennes. Donc on apprend énormément de choses, mais tout ça est fait sur le mode du récit, et donc ça se lit de manière extrêmement fluide. Et je dirais même qu'à certains moments, on a lu certains chapitres, on ne s'en rend pas compte, une fois qu'on l'a posé, on dit mais oui, mais là j'ai compris beaucoup de choses sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, ce sur quoi les gens s'écharpent ou s'entendent. Donc c'est assez passionnant de ce point de vue-là. Donc ce premier point, ce côté récit, je trouve qui est très réussi. Et c'est un livre qui doit faire, je sais pas, 190 ou 200 pages. Donc vous voyez, c'est pas non plus une somme de 1000 pages. Franchement, ça se lit extrêmement facilement sur, encore une fois, des sujets qui peuvent être un peu ardus. La deuxième chose, c'est ce qui m'a frappé, et on en reparlera un truc, c'est le sens de la nuance de Bernard Guetta. Et je trouve que dans sa manière justement de raconter cette histoire européenne, il y a beaucoup de nuances. Il n'est pas dans le jugement, ce qui n'empêche pas des fortes convictions. Il en a, il nous en parlera. Il est capable de se battre pour. Il est capable de s'emporter parfois aussi, j'imagine. Il le raconte aussi. Et notamment les enceintes du Parlement européen, il y a par moments des choses qui agacent, je crois. Mais il y a beaucoup de nuances. Et peut-être que là, ça vient aussi de sa formation de journaliste. Il y a un besoin d'aller voir et d'aller rencontrer. Et ça, c'est intéressant aussi. Et je pense que ce sens de la nuance qui, je trouve, aujourd'hui, moi, de mon point de vue, fait beaucoup défaut dans tout ce qui est sphère aussi bien politique que médiatique, et bien c'est assez reposant, c'est assez agréable, et on est d'accord, on n'est pas d'accord avec certaines, par exemple, des assertions dans le livre, mais c'est toujours nuancé, ce n'est pas... il n'y a pas de manichéisme, je trouve ça intéressant, et la meilleure preuve de la nuance de Bernard Guetta, c'est qu'il accepte d'être interrogé par le représentant d'un journal néo-bourgeois et crypto-conservateur, donc ça montre bien... Non, je plaisantais un peu. C'est que je suis bourgeois et conservateur. Oui, d'ailleurs, c'est assez intéressant dans votre parcours, vous en parlez aussi dans le livre, c'est qu'en fait, jeune étudiant, vous avez milité dans des organisations communistes. Pas communistes, gauchistes, pardon, oui. Gauchistes, pardon, voilà. Et puis, finalement, là maintenant, vous êtes République En Marche, mais finalement, j'ai l'impression de retrouver un peu des itinéraires aussi qu'on peut retrouver chez peut-être moins chez des Julliard, chez d'autres gens comme ça, enfin, des... Julliard, Cohn-Bendit, Jean Daniel, beaucoup de gens. Oui. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que... Là, encore une fois, Bernard introduit des tas d'éléments personnels dans le livre. Alors, justement, avant d'examiner un certain nombre de questions géopolitiques ou sur l'Europe, une petite question un peu personnelle, parce que, donc,
comme je l'ai dit, vous êtes journaliste, maintenant vous êtes député. À certains moments dans le livre, vous dites d'ailleurs, vous vous qualifiez de... Alors je ne sais plus si c'est député journaliste ou journaliste député, je ne sais plus, mais avec un trait d'union, c'est-à-dire... Je crois que c'est député journaliste, ça sonne mieux. Bon, député journaliste, donc vous voulez être les deux, et c'est vrai que ce sont deux choses assez différentes, parce que déjà le journaliste c'est un métier d'observateur, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de l'influence ou de la responsabilité, parce que les journalistes évidemment peuvent influer sur les choses, pas par ce qu'ils racontent, donc ils ont une responsabilité, mais enfin on est observateur. Le politique il est acteur, il est censé prendre des décisions. Voilà. Et puis, oui, le journaliste est plus dans le domaine de l'influence, alors que en devenant député ou en rentrant en tout cas dans cette sphère politique, on passe plus dans la sphère du pouvoir. Donc, et comme je l'ai dit, malgré ces deux conditions un peu différentes, et bien vous avez essayé de mêler les deux, et vous racontez notamment, on en parlera un peu après, comment sur la Russie, eh bien, avant de vous forger une opinion, ou en tout cas de rédiger des textes, eh bien, vous allez d'abord voir, c'est la phrase d'Ella Maillard, il faut aller voir, et bien vous allez voir, vous allez rencontrer, vous allez parler. Mais il y a certainement des atouts d'ailleurs dans cette double condition de journaliste et de député, il y a aussi des limites certainement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu justement, de raconter ça de manière un peu personnelle, comment vous êtes passé de cette vie à l'autre, ou en tout cas comment vous essayez de concilier les deux? Il y a eu des moments de difficulté, mais vraiment des moments rares, j'y viens tout de suite, mais d'une manière générale, non. J'ai tout simplement mis mon métier au service de ma fonction. Parce qu'être député européen ou national, qu'importe en l'occurrence, ce n'est pas un métier, en tout cas ça ne devrait pas être un métier à mes yeux. En revanche, mon métier, depuis le journal de lycée à 14 ans, c'est le journalisme. J'ai jamais arrêté. Et je ne pense pas arrêter. Depuis que je suis élu, je n'ai jamais écrit dans autant de journaux différents. Je publie chaque semaine un papier dans 4 journaux européens différents, y compris dans un journal, enfin un site naturellement, de l'opposition russe en exil, ce qui est à mes yeux extrêmement important. Les seuls moments, alors je vous le disais, les seuls moments où j'ai senti une difficulté, ça a été pendant, j'allais dire un reportage, enfin oui c'était un reportage ou c'était une enquête parlementaire, je vois pas bien la différence, à Kiev, et je suis reçu avec 2 autres députés européens par le numéro 2 du ministère de la Défense. Et il y a un moment où j'ai senti que mon interlocuteur ne savait plus qui était ce gars-là en face de lui, quoi. Parce que bon, j'étais député, j'étais là comme député, mais en même temps il se disait mais il est journaliste, donc il peut faire un papier demain matin. Effectivement, j'aurais pu faire un papier demain matin, sauf que je n'ai jamais, même quand je n'étais que journaliste, je n'ai jamais trahi qui que ce soit, et je n'ai jamais considéré que ce soit un sport journalistique bien intelligent de courir après le scoop qui n'a pas de sens. Mais, et surtout pas de trahir les gens. Donc oui, il y a eu un moment de malaise chez lui plus que chez moi. Oui, puis votre interlocuteur peut penser que vous êtes là aussi pour faire passer des messages de l'Élysée ou en tant que... Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé. En vérité, comme il ne savait plus ce que c'était que ce type en face de lui, soudain il s'est dit mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est un, comment on dit, je sais pas quoi, un poisson pilote de l'Élysée. Alors ça m'arrive très très souvent. Au Parlement, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, oui, il y a une bonne douzaine de gens qui sont totalement persuadés, et plus je leur dis que mais non, pas du tout, bah, évidemment moins ils me croient, qui sont totalement persuadés que je suis l'œil de l'Élysée au Parlement européen. C'est pas moi, c'est un autre. Mais, dont je ne vous dirai pas le nom. Mais, bon, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand j'étais en Pologne, pendant la période de solidarité, l'un des membres du bureau politique m'avait dit « Mais écoutez, monsieur Guetta, ne tournons pas autour du pot, tout le monde sait très bien ce que vous faites ici. » Je dis « Bah oui, du journalisme. »« Oh, cher ami, je vous en prie. » Ça voulait dire que
bon, ce qu'a écrit peu après la Literaturная Gazeta à Moscou, c'était en russe, mais je vais le traduire. Guetta ne travaillait pas seulement à Varsovie comme correspondant, mais également comme agent de liaison. Alors ça m'a pas du tout plu. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'ambassade soviétique à Paris. Je leur ai demandé, mais agent de liaison entre qui et qui? Ah, monsieur Guetta, toujours la plaisanterie. Bon, bref. Très bien. Donc, oui, mais c'est vrai que, en tout cas, on retrouve dans votre livre cette démarche d'enquêteur, et qui est, alors en effet, enquête journalistique ou enquête parlementaire. Peut-être que les choses se rejoignent un peu. Alors, pour parler des différents sujets, avant de parler peut-être de l'Union européenne, de ses institutions et de son avenir, si on peut parler un peu de géopolitique, en commençant par la guerre en Ukraine, c'est d'actualité. Le jour où le président Zelensky arrive au Japon dans un avion de la République française, j'ai vu que déjà ça faisait une polémique forcément, parce que tout est matière à polémique. Mais bon, vous dites, ce qui m'a intéressé assez rapidement, vous parlez d'une responsabilité occidentale, mais pas du tout au sens où beaucoup de gens l'entendent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on entend, il y a tout un récit aujourd'hui sur l'Ukraine. Encore une fois, pas de jugement de valeur, hein. Moi, mais on entend dire, notamment d'un certain nombre de personnes, que l'Occident, le camp occidental, les Américains notamment, et du coup les Européens qui ont suivi, ont humilié la Russie après la fin de l'URSS, l'ont humilié, l'ont sous-estimé, l'ont insécurisé aussi avec ces déploiements de force tout autour, que ça soit dans les pays baltes ou ailleurs, et que donc il y a une responsabilité que finalement Poutine était un peu acculé, qu'on le poussait dans ses retranchements dans son ex-empire. Ça, je n'ai pas l'impression que ce soit tout à fait votre théorie, mais en revanche, vous remontez un peu plus haut, et parce que vous avez connu cette époque aussi, vous dites que peut-être on a fait une énorme erreur à la fin de l'URSS en ne soutenant pas assez Gorbatchev, en ne soutenant pas assez peut-être la société civile russe qui pouvait émerger à l'époque, et en ne posant pas du coup assez sérieusement les bases d'un nouvel ordre mondial. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ça? Est-ce que là, il y a une espèce de faute originelle que nous payons un peu aujourd'hui? Oui, je le pense depuis 1990, et pas seulement depuis la guerre d'Ukraine. J'étais correspondant à Moscou pendant la perestroïka. J'ai très bien connu Gorbatchev, nous étions devenus vraiment des amis proches. Et on l'est devenu après que j'ai été correspondant à Moscou, mais véritablement, je pensais à l'époque que cet homme ne voulait pas sauver le communisme, comme on le disait. D'abord, il n'était plus temps de sauver le communisme, c'était fini. Mais qu'il voulait sauver son pays, la Russie, de l'écroulement du communisme. Et donc, il a commencé, ça a été la première étape, par ouvrir la possibilité de créer des petites entreprises privées, familiales, qu'on appelait coopératives. Il ne fallait pas dire entreprise, c'était un gros mot. Mais bon. Et puis, ça n'a pas embrayé. Ça n'a pas embrayé, pourquoi? Parce que les dirigeants d'entreprise se disaient tous, bon, ça va durer 1 an, ça va durer 2 ans, ou bien il va lui-même resserrer la vis, ou bien il va être évincé. Et donc, ne nous risquons pas à nous engager là-dedans. Et quand Gorbatchev a compris que ça n'embrayait pas, il est passé de la perestroïka, c'est-à-dire la reconstruction sous-entendu économique, à la glasnost, c'est-à-dire la publicité, non pas du tout la publicité advertisement, mais la publicité au sens 19e, c'est-à-dire le fait de rendre public. D'ailleurs, dans les langues slaves, on dit un publiciste, et un publiciste n'est pas du tout un publicitaire, c'est une personne qui intervient dans le domaine public, par ses livres, par ses articles, ses essais, son enseignement universitaire, voilà. Et à ce moment-là, il aurait fallu le soutenir. Il aurait fallu le soutenir parce que, enfin, à mes yeux, mais nous ne sommes pas tellement nombreux, bien loin de là, même aujourd'hui, à défendre cette idée. Il aurait fallu le soutenir parce que si ce n'était pas une sortie ordonnée du communisme, c'était une sortie anarchique du communisme.
Et on ne l'a pas soutenu. Il y a eu un sommet du G7 à Londres attendez que je ne dise pas de bêtises, donc en 1990, oui, après la chute du mur de Berlin, c'est ça, exactement, en juin ou juillet 90. Et donc 91 alors plutôt, non? 89. Ah non, 90. Oui, non, le mur tombe en novembre 89, non, c'est ça, 90. Pardon. Et Gorbatchev dit aux dirigeants occidentaux qu'il avait fait attendre l'antichambre. C'est un truc que j'ai jamais pardonné. Pourquoi vraiment faire ça, le faire attendre enfin bref. Il leur dit, écoutez, c'est très simple. Ou bien vous m'aidez à passer la vague financièrement. Il demandait une aide économique. Pourquoi demandait-il une aide économique? Parce que Reagan avait organisé avec les Saoudiens une chute brutale des cours du pétrole afin de ruiner complètement l'économie soviétique, et ça avait très très bien marché. C'est-à-dire qu'au moment où on avait à Moscou un homme qui voulait organiser une sortie pacifique du communisme, bien on lui a littéralement coupé l'herbe sous les pieds, empêché de faire tourner son pays et attiser un mécontentement populaire, socio-politique, qui a été évidemment très très grand. Et donc, ils ont refusé. Malgré les appels convergents de deux personnes pas du tout convergentes, Margaret Thatcher et François Mitterrand, qui étaient les deux seuls dirigeants occidentaux à avoir compris ce qui se passait à Moscou, avec Valéry Giscard d'Estaing, mais lui n'était plus au pouvoir. Valéry Giscard d'Estaing, je l'ai beaucoup fréquenté à l'époque, il avait une lucidité mais stupéfiante sur ce qui se passait à Moscou. Je me souviens de conversations avec lui, j'avais l'impression que c'était lui le correspondant et que moi j'étais à Paris. C'est vraiment extraordinaire. Bon, bref, les Occidentaux l'ont envoyé promener, et Gorbatchev les a quittés en leur disant, eh bien écoutez, l'année prochaine, au prochain sommet, je ne serai plus là. C'est à peu près ce qui s'est passé. L'année suivante, il y a eu la tentative de coup d'État, et 3 mois après, il était renversé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, Yeltsin prend le pouvoir. Yeltsin, pardonnez-moi ma brutalité, mais je vais vous dire les choses comme je les pense, est un crétin, premièrement, et deuxièmement, un alcoolique, mais comme on en connaît peu. C'est-à-dire qu'à partir de 10h du matin, il n'est plus possible de lui parler, ni de l'entendre articuler. Entre le réveil à 9h15 et 10h, oui, peut-être on peut lui faire signer quelques privatisations. C'est ce qui s'est passé. Et pendant les 10 années ou presque qu'a duré le règne de Brejnev, a été organisé sous les applaudissements du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de toutes les autorités occidentales, un pillage absolument invraisemblable de toute l'économie russe. C'est-à-dire tout ce qui a été rentable a été cédé pour des roupies de Sansonnet, moyennant des virements à la famille Yeltsin, aux îles Caïmans, etc. Tout le monde le savait, tout le monde. J'ai rencontré le représentant du FMI à Moscou au milieu des années 90. Il m'a dit, vous savez, monsieur Guetta, c'est très simple. Est-ce que vous avez lu Marx? Non, pas vraiment. Ah, c'est dommage, parce que vous auriez pu voir sa description de ce qu'a été l'accumulation primitive. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En Russie, effectivement, ça a été l'accumulation primitive. Avec des gens, des intellectuels, des grands économistes américains, qui pensaient, ben oui, effectivement, c'est le banditisme. Comme il y a eu un grand banditisme à la fin du 19e aux États-Unis, grand banditisme sur lequel s'étaient fondées d'immenses fortunes, qui ont été ensuite des contributeurs ou des contributrices, les grandes fortunes, non seulement à des philanthropies, la création de musées, etc., mais qui ont aussi assis une culture démocratique dans un pays, etc. Et j'ai entendu beaucoup de gens, de grands profs à Harvard, machin, m'expliquer, mais cessez de vous indigner, monsieur Guetta. Oui, c'est un grand hold-up, mais les enfants de ces criminels iront dans les meilleures universités du monde et créeront la démocratie. Ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé.
ce grand hold-up a créé Poutine. Parce qu'il y a eu une réaction en Russie formidable. Il ne faut pas accuser les Occidentaux, parce que les Russes ont poussé à cela. Il ne faut pas accuser les Américains, parce que les Européens ont poussé à cela. Il ne faut pas accuser les Européens, parce que les Américains ont poussé à cela. Il y a eu une cécité. Une cécité, pourquoi? Parce que, tout simplement, on sortait d'une très brève période dans laquelle avait triomphé l'idée qu'on ne pouvait pas sortir du communisme. Ça a été mon grand sujet de conflit avec mon journal, Le Monde, à l'époque, parce que toute ma hiérarchie, au service étranger en tout cas, était persuadée, elle était composée d'anciens correspondants à Moscou, à Washington, c'était la voie noble Washington-Moscou, et ils étaient tous revenus, ce que je comprends, parce que je l'étais aussi, férocement anti-soviétique, mais totalement convaincu qu'on ne sortait pas du communisme. Mais écoutez, chers amis, on est bien sorti de l'Empire romain, enfin on sort de tout. Qu'est-ce que c'est que cette idée que le communisme... Non, 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 on ne sort pas du communisme. Donc Gorbatchev s'est fait pour faire désarmer l'Occident, c'était une idée très à la mode. Gorbatchev s'est fait pour faire désarmer l'Occident. Moi, j'ai écrit des papiers, ils sont là, dans les collections de journaux, à partir de 95, disant, écoutez, tout cela mènera à la dictature militaire ou policière. Alors là, elle est là.